Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Cet épisode 92 de Dragon Ball Super débute donc avec Goku qui arrive à la Satan House, la villa de Mr Satan, pour voir l'état de Boo qui ne se réveille pas. On s'attendait à voir Goku tout tenter pour le réveiller, mais en fait, dès le début, Satan nous fait comprendre qu'il a déjà tout essayé. La bouffe, les bruits et la musique avec des instruments qui traînent ci et là dans la pièce, et du coup Goku lui fait confiance. On n'a même pas une tentative de sa part pour essayer de réveiller Boo, c'est fort dommage. Et Bilus, le pauvre, qui a été oublié par Goku, trouve tout de même le moyen de s'énerver, mais il est rapidement désamorcé par Whis qui lui rappelle que lui s'amuse à dormir pendant des années, donc il est très mal placé pour râler contre Boo. Du coup, Bilus change radicalement de sujet et demande s'il n'y a personne pour remplacer Boo. Dommage de lâcher l'affaire aussi facilement. On sent clairement que tout a été fait pour nous dire Boo c'est bon, il dort, il se réveillera pas, passez à autre chose. Et c'est donc la deuxième fois qu'on a le coup dans la série animée, puisque le Majin s'était endormi durant le test qui avait lieu avant le tournoi contre l'Univers 6. Bis repetita donc, tandis que dans le manga, au moins c'était déjà un peu moins débile, car Boo ne participait pas au tournoi de Champa car il avait échoué au test et avait obtenu moins de 50 points sur 100. Notez aussi que Satan se propose de participer, mais il comprend rapidement que ça va pas trop le faire. C'était au moins ça, il montre qu'il aurait pu, mais que non, en fait, finalement non. Et il vient quand même apporter des informations assez cohérentes sur le sommeil de Majin Buu en expliquant que d'ordinaire, une seconde lui suffit pour être refait, comme on le voyait justement dans le manga et dans la série animée Dragon Ball Z, même si c'était évidemment une scène humoristique, tandis que lorsqu'il s'endort profondément, il lui faut plusieurs mois pour se réveiller, faisant ainsi le lien avec la résurrection de F et l'arc dédié dans Dragon Ball Super, où Buu n'était pas venu combattre car il pionçait. De ce point de vue-là, c'est tout à fait logique, et cela peut même faire le lien avec une déclaration d'Akira Toriyama à propos des phases d'hibernation et de chaos de Majin Buu, dont je vous avais déjà parlé dans le DB Times dédié. Même si pour le coup, le lien est tout à fait théorique, en tout cas, il semble indéniable que le sommeil de Boo semble être quelque chose d'assez particulier depuis bien longtemps, donc rien de nouveau là-dessus. Dommage que ce soit exploité non pas pour renforcer le background du personnage, mais simplement pour l'écarter à chaque fois du scénario. Là franchement c'est un peu lassant. Ensuite, on se retrouve en compagnie de Toppo dans l'univers 11, où on part recruter Casséral qui a fini par sauver le chaton des enfants que l'on avait vu dans l'épisode précédent. Honnêtement, on se doutait que Casséral allait participer et on n'apprend donc pas grand chose sur le recrutement de Casséral, et c'est surtout une information à propos des guerriers déjà réunis sur une planète appelée Netflix qui nous intéresse, et le fait que les Pride Troopers peuvent partir le cœur en paix au tournoi du pouvoir, car des apprentis seront là pour les remplacer au cas où quelque chose se produirait durant leur absence au sein de leur univers, de quoi apaiser Casséral et provoquer son acceptation à l'invitation de Toppo. La scène a le mérite de nous apprendre un peu plus sur le fonctionnement des Pride Troopers, et bien qu'elle ne paye pas de mine, ça renforce encore le background de l'univers 11. Et en parlant d'univers et de background, on ne peut pas ne pas parler de l'univers 3 qui est présenté juste après avec une magnifique planète semblable à l'étoile noire de Star Wars, sur laquelle on retrouve le dieu de la destruction Mosco, son guide Campari, mais aussi le Kaioshin de son univers, Ea. C'est l'occasion de découvrir deux guerriers de cet univers réputé pour être celui de l'intelligence d'après le site officiel de Toei Animation. On a donc Nigrishi, un guerrier modifié comme le précise Ea, et qui est en plus le meilleur de tout l'univers 3 semble-t-il. Nigrishi semble dévoué à faire gagner son univers et a même ramené un autre guerrier avec lui, Narilama, un combattant mis à jour tout spécialement pour le tournoi du pouvoir. Celui-ci nous fait donc une petite démonstration de ses aptitudes et on a droit à une animation vraiment cool durant cette séquence avec Narilama en action, Ea et Campali qui se reculent à toute vitesse pour ne pas se faire écraser, et en plus de ça, l'ambiance est vraiment top et on n'a pas l'impression de se trouver à la maison, on a bien le goût de dépaysement qui va avec, et tout cela avec une BGM très inquiétante, comme à l'époque de DBGT lorsqu'on était justement sur la planète du Dr Mew. Narilama semble assez bien fichu puisqu'il part à toutes les éventualités et semble parfaitement au point pour ce qui est de ne pas sortir de l'arène de combat et aussi d'éjecter ses adversaires. Reste à savoir si cette présentation appuyée n'est pas là pour nous dire justement qu'il aura droit à un rôle avec Sage, soit pour le gag, où il serait justement l'un des premiers guerriers à sortir du ring en dépit de sa technologie, soit au contraire, pour nous montrer qu'il est super utile à son univers et qu'il va participer à faire le ménage correctement sur l'arène de combat. En tout cas, l'autre combattant, Nigrishi, semble bien énigmatique et on a hâte de découvrir ses capacités qui nous ont été réservées pour le tournoi très certainement. Sur Terre, dans l'univers 7, numéro 18 et Krillin arrivent à Capsule Corporation avec leur fille Marron, et on voit aussi vite fait Goten et Trunks, des figurants dans cet arc tout comme Bra, Pilaf et sa bande, etc. Et direct, on enchaîne sur le petit groupe qui apprend que Kame Sennin s'entraîne pour vaincre sa perversion, et on voit qu'il a plutôt bien réussi, ne conservant qu'une seule goutte de sang dans son nez et parvenant à ne pas se jeter sur Puer transformé en fille. Bravo.
bravo, c'est bien, il y a du progrès, c'est cool. Mais la scène est vite expédiée et on retrouve le groupe qui apprend aussi que la coquette somme de 10 millions de zéniths dont parlait Goku n'était qu'un leurre. Et dans le même temps, Piccolo proposait d'y aller à 9 vu que Boo ne se réveille pas, mais les dieux insistent sur le fait que la parole de Zenwo-sama est sacrée, encore une fois, et que lorsqu'il dit quelque chose, on ne peut pas aller à son encontre. Du moins, pour les dieux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et on l'avait bien senti aussi avec la réunion des Kaioshin dans l'épisode 85 de la série, à croire que Kai est finalement le seul qui a un esprit insoumis dans ce groupe, et cela pourrait bien nous donner lieu à quelques surprises durant le tournoi du pouvoir. En parlant de surprises, comme on s'y attendait, Vegeta détruit une nouvelle fois l'accès à la salle de l'esprit et du temps avant d'en sortir. Il doit avoir des tocs, hein. Franchement c'est pas possible autrement, hein. Ou alors il connaît pas les poignées de porte, je sais pas. En tout cas, Vegeta est fin prêt et a terminé son entraînement et part rejoindre les autres à Capsule Corporation, où il apprend la nouvelle du mensonge de Goku également, bien que ce passage ne soit pas montré. Après l'Eye-Catch, on retrouve l'Univers 6 avec l'entraînement de Caulifla par KB qui doit lui enseigner comment devenir une Super Saiyan. Il tente les insultes maladroitement pour l'énerver, un peu comme Goku pour provoquer Oob lors du 28e Tenkaichi Budokai, mais bien que cela énerve l'espèce de Yakuza qu'est Caulifla, cela ne provoque pas du tout sa transformation. KB balance tout et finalement explique qu'il a tenté de l'énerver avec ses quelques insultes maladroites, mais Caulifla, sachant cela, sait qu'elle doit s'énerver pour se transformer et demande surtout à KB s'il n'y a pas quelque chose en plus de plus précis pour pouvoir se transformer. C'est alors que le Saiyan de l'Univers 6 parle de concentrer son énergie dans le dos une fois habitué à la transformation. C'est la première fois qu'on a ce type d'information, c'est plutôt intéressant on va dire, et a priori cela ne concernerait pas que KB, car quand on regarde la scène, c'est ce qu'il recommande de faire à Caulifla, et c'est ce qu'elle comprend assez rapidement et c'est ce qu'elle fait, elle s'exécute. Bien qu'a priori cela devrait être impossible pour elle puisqu'elle ne sait pas encore se transformer en Super Saiyan, mais pourtant elle provoque cette transformation, jouissant d'une réussite hors du commun et devenant ainsi officiellement la première femme Super Saiyan du canon de Dragon Ball. Autrement dit, de la ligne scénaristique de l'auteur, Akira Toriyama. Ok, c'est cool, mais n'était-ce pas un peu facile? Oui, totalement. Carrément. Très facile même pour elle. Mais pour KB aussi c'était facile, hein, rappelez-vous. On savait que c'était un guerrier doué, Vegeta l'avait même remarqué et lui avait provoqué cette transformation non sans savoir qu'il pouvait le devenir. Ici, Caulifla nous fut présenté dès le tout début comme étant une génie du combat qui possède un grand, j'ai bien dit un grand potentiel de combat, bien au-delà de celui de Lenso, celui qui était le supérieur de KB, à tel point qu'au départ on pensait même que Caulifla allait être cette fameuse Super Saiyan Berserker qu'on voit dans l'opening. Donc bon. C'est pas étonnant finalement. Trunks et Goten avaient eux aussi su se transformer en Super Saiyan très facilement alors qu'ils étaient âgés de 7 et 8 ans et ils ont inauguré les soldes chez les Super Saiyan à cette époque. Alors que tout le monde avait galéré avant eux pour se transformer, donc logique que maintenant, alors qu'on est à l'ère du Super Saiyan God et du Super Saiyan Blue, on passe plutôt rapidement sur ce genre de transformation, d'autant que là on parle de génies avec des potentiels extrêmement élevés, dès le départ. Donc la question ne devrait pas vraiment se poser sur ça, mais plutôt sur cette histoire de tips pour se transformer en Super Saiyan. Car on peut penser que c'est un rajout dans le scénario pour expliquer comment se transformer en Super Saiyan, mais à ce stade c'est encore trop tôt pour faire des généralités. On a juste deux Saiyans de l'univers 6, un univers différent du 7, où les Saiyans sont justement différents, ils n'ont pas de queue, sont pacifistes, sont très minces, ont les yeux en amande pour la plupart, etc. Bref, vraiment très différents des Saiyans de l'univers 7, et il ne serait pas illogique que pour eux la transformation en Super Saiyan soit plus facile à atteindre à partir du moment où ils ont un potentiel extrêmement élevé. Et il est même possible que leur maîtrise paraisse tout à fait différente de celle des Saiyans de l'univers 7. Qui sait? Pour l'instant on sait pas, hein. Donc avant de gueuler comme quoi, voilà, ça n'a jamais été expliqué avant, ce truc de transformation avec le ki qu'on rassemble dans le dos, c'était trop facile, etc. Peut-être faudrait-il prendre du recul. Déjà, 1, c'est Dragon Ball, des choses surprenantes et étonnantes et pourtant extrêmement faciles pour certains personnages à mesure que l'histoire avance, c'est pas une première, on en voit beaucoup. Et deuxio, on tient là des personnages qu'on découvre à peine et qu'on ne connaît pas du tout, et en dehors de ça, c'est des Saiyans d'un autre univers, c'est pas ceux de l'univers 7 qu'on connaît depuis le début et qu'on a vu galérer. Donc c'est une espèce de Saiyan légèrement différente de celle que l'on connaît, qui a évolué différemment, un peu comme si vous compariez des hommes de notre époque avec d'autres de moins 8000 avant Jésus-Christ, et que vous nous disiez bah écoute, je comprends pas, les hommes de 2017 ils se régénèrent plus vite et meurent à plus de 90 ans, alors que ceux de moins 8000 étaient morts à 30 ans, et puis en plus de ça, lorsqu'ils ont une infection, ceux de 2017 ils meurent pas nécessairement. Je comprends pas, c'est pas normal alors qu'on nous l'avait pas dit. Bah, j'ai envie de dire, ok, c'est des hommes les deux, mais il y a l'évolution qui est passée par là. Une évolution différente de deux espèces a priori similaires.
Bref, ça me semble pourtant super clair, donc perso, bien que je sois surpris par la facilité avec laquelle Caulifla atteigne cette forme, je ne suis pas davantage surpris que lorsque j'ai vu Son Goten se transformer en Super Saiyan à l'âge de 7 ans, lui qui est un métis terrien Saiyan et qui possède d'ailleurs d'autres facultés qui font de lui un être capable de se transformer plus facilement et d'apprendre plus facilement, comme on l'apprenait justement au début de la série animée Dragon Ball Z et de l'arc des Saiyans où on apprenait que les métis terriens Saiyan étaient des génies comparativement aux Saiyans purs de l'univers 7. Notons que Kel, qui assiste à la scène, semble se réjouir de voir Caulifla maltraiter Kabé, et surtout arbore une mine très observatrice comme si elle essayait de cerner comment fonctionne cette transformation. Si jamais elle, qui est la protégée de Caulifla, est aussi un petit génie au potentiel latent extrêmement développé, je n'ose imaginer comment elle va étonner tout le monde. En tout cas pour le moment, elle semble être très nerveuse et timide, et on se demande si c'est là sa vraie personnalité ou si elle cache quelque chose, comme si elle jouait un jeu, cachant une personnalité plus sournoise. En tout cas, allez savoir. Pour le moment, on sait que Caulifla a confiance en elle, contrairement à elle apparemment, et qu'elle veut aussi faire d'elle une femme Super Saiyan. Ça promet en tout cas. De retour sur Terre avec Goku, qui revient à Capsule Corporation, toujours en volant, alors qu'il pourrait se déplacer avec le déplacement instantané. Allez savoir pourquoi, peut-être qu'il avait besoin d'air frais, car il fait trop chaud, comme moi là en ce moment, pendant que j'enregistre cette vidéo. Et toujours est-il que le pauvre Goku arrive et prend les remarques de tout le monde, à commencer par son meilleur ami Krillin, qui lui reproche de lui avoir caché la vérité, sauf que Goku lui dit « Ok, mais mec, est-ce que tu serais venu et est-ce que t'aurais pas eu peur si je te disais que l'univers allait être détruit ?» Et là, Krillin lui répond « Bah non, je serais pas venu et j'aurais eu peur en plus. » Ok, donc mec, t'es dans toute ta contradiction en fait, j'ai envie de dire. Il casse la tête pour rien finalement. Tout ça pour au final dire en fait, voilà, en fait je voulais juste te dire que je viens mais en ayant l'air cool. Mais finalement Beerus vient gâcher sa petite fanfaronnade en lui mettant un gros coup de pression qui le force à participer. Bon, je l'attendais un peu, hein, c'est venu fort logiquement, comme quoi le scénario reste parfois cohérent. Cependant, Bulma vient quand même être obligée de sortir l'argent pour que le numéro 18 accepte de venir. Là franchement c'était un peu trop, hein. La destruction de l'univers est en jeu. Krillin allait finir par accepter et il le fait de toute manière, donc il n'y avait pas besoin de ça. Et le pompon est malgré tout en fin d'épisode quand Beerus s'énerve contre les guerriers Z, qui auraient dû anéantir l'armée de Frieza alors que ça aurait pu leur servir pour le tournoi. Et c'est alors que pour remplacer Majin Buu, Goku pense à Frieza. Voici la tête déconfite de tout le monde lorsque Goku prononce ce nom, le nom de son ennemi juré, qui avait été une nouvelle fois envoyé en enfer après sa défaite l'année précédente. Et pendant ce temps-là, l'arène du tournoi du pouvoir prend forme et l'épisode se conclut sur Frieza qui apparaît dans son cocon en enfer, et on se doute alors qu'on va le revoir. Car ce serait totalement stupide de conclure l'épisode sur une telle scène si Frieza ne réapparaissait pas prochainement, et c'est donc un indice qui nous permet de nous dire qu'il va se passer un truc avec lui. On sait pas encore quoi, hein, mais si l'idée de Goku devait être purement et simplement écartée par ses amis, je pense pas que la réalisation se serait donné la peine de faire réapparaître Frieza dans l'épisode. Donc si on s'attarde sur ce mec, c'est que certainement on va le revoir prochainement. Perso, je suis pas surpris de la réaction de tout le monde, hein, car Frieza est un peu l'ennemi juré et infréquentable de la série, mais je ne suis pas surpris non plus de la réaction de Goku, car ça reste cohérent par rapport au fait que Beerus prononce son nom et que tout de suite Goku pense à un autre guerrier puissant dans son univers, donc jusque là c'est tout de suite plus cohérent que si c'était lui qui y avait pensé directement en mode « Ah, il nous manque quelqu'un, bah tiens, je vais penser à Frieza ». Ok, là ça reste un peu plus logique. Et perso, je suis très curieux de voir ça, car vu comme Buu a été écarté, maintenant Toriyama et Toei Animation n'ont plus d'autre choix que de nous donner un beau coup de théâtre. Alors soit Goku part demander à Frieza et celui-ci accepte et on a le droit à une permission pour revenir, genre je sais pas 24 heures ou quelque chose comme ça, et on a droit ensuite à un truc inattendu qui vient perturber le game, soit il refuse et la team est dans la panique et ils doivent absolument recruter un 10e membre en extrême urgence juste avant le début du tournoi, et là ça peut être le feu de l'urgence. Bref, dites-moi comment vous voyez la chose, et évidemment sans spoiler hein, dans les commentaires, ou alors utilisez la balise spoilers et descendez de plusieurs lignes, histoire que ceux qui ne lisent pas les synopsis ne soient pas spoilés. On passe maintenant aux notations avec le scénario. Il y a eu pas mal de propositions dans ce scénario avec pas mal d'informations. Donc déjà c'était très ambitieux, encore une fois, et dans la continuité de l'épisode précédent. Good point pour l'univers 3 et la présentation des guerriers. Naridama va sûrement éjecter quelques combattants random avec ses jambes et ses bras extensibles, puis se faire jarter rapidement, on sait pas hein. En tout cas, on insiste bien sur sa présentation. La transformation en Super Saiyan a fait beaucoup parler, mais au fond, elle apporte de la nouveauté et n'est pas simple, et je rappelle qu'on nous présente là des Saiyans différents, d'un univers différent, donc je dirais que la tentative, bien qu'elle paraisse maladroite, est une tentative tout de même intéressante, donc niveau note je vais rester au-dessus de la moyenne, et la façon dont Frieza est amené était aussi réfléchie, et le seul vrai point noir à ce scénario pour moi c'est Buu,
qui est écarté comme si de rien n'était sans aucune tentative et qui n'est même pas considéré dans cet épisode. Et comme prévu, il est redevenu gros au moment où il s'est endormi, donc la forme amincie ne servait strictement à rien à part nous le faire dépenser de l'énergie pour qu'il s'endorme, et finalement on tente rien au sein de l'épisode, donc on en vient à la facilité. Donc 12,5 pour moi au scénario, car c'était un épisode passable, mais intéressant du point de vue information et richesse, qui renforçait les backgrounds des univers et qui demeure, bon, certes bancal sur certains aspects que je qualifierais trop faciles, mais qui apportait quand même de nombreuses richesses. Animation. Honnêtement, au premier visionnage, l'épisode ne m'a pas choqué graphiquement, mais au deuxième, je me suis dit que s'il n'y avait pas ce filtre qui change les couleurs et renforce les contours, l'aspect graphique de cet épisode serait à 70% vraiment pas terrible. Surtout sur la partie B de l'épisode qui est assez fade, on va dire ça pour être poli. Bon, la partie A est correcte et on a même de belles animations, notamment concernant la séquence des guerriers de l'univers 3. Annoncé comme superviseur de l'animation sur cet épisode dans le programme TV japonais, Hiroyuki Itai n'a pas participé à l'épisode et ce fut Noël Año Nuevo, Joe Kalangian et Tsutomu Ono qui se sont répartis le travail de superviseur de l'animation, le tout supervisé par la chef de l'animation Miyako Tsuji qui s'occupait principalement des corrections. Du coup l'épisode est très hétérogène et on passe du beau au laid assez souvent, mais la violence de la comparaison est largement amoindrie par ce filtre. Qui selon moi sauve quand même bien la vie à la série sur cet arc. Car on a tous l'impression d'un truc homogène, alors que pas du tout en fait. Du coup, comme l'épisode est regardable et qu'on a facilement deux scènes d'animation qui sont vraiment sympas, les performances de Nali Lama et le Kikoha de Caulifla, je mets au-dessus de la moyenne. Le reste c'est regardable, mais ça n'en demeure pas mauvais pour autant. La partie A a quelques scènes vraiment sympas, notamment l'arrivée de numéro 18 et Kuririn à Capsule Corporation, ou encore la bête séquence de Beerus qui s'énerve et bouffe toute la viande. C'était de l'animation vraiment cool, donc 12 sur 20. Réalisation. C'est correct, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, et même à peu près rien de négatif, mais c'était encore trop sobre pour que la note atteigne des sommets. En revanche, j'ai bien aimé les propositions du storyboard d'Isao Torada qui expose bien les situations, adaptant le scénario d'Atsuhiro Tomioka de fort belle manière, avec la découverte d'une planète ressemblant à l'étoile noire pour l'univers 3, exposant l'environnement dans lequel évoluent les personnages, et aussi les événements qui ont un lien avec ce dont on parle. Non, franchement, c'était vraiment cool, donc 14,5 sur 20. Bande son, la voix de Caulifla incarnée par Yuka Komatsu, je kiffe toujours autant. Elle semble en plus bien se débrouiller sur les cris et donc c'est vraiment cool car on sait que c'est important dans Dragon Ball. Et le choix de Yukana sur Kel m'a beaucoup surpris au premier abord car on sait que Kel va sûrement avoir besoin de crier de ouf, mais bon... La seiyuu est habituée à faire des registres fort différents, donc pourquoi pas. En tout cas, elle joue bien la timide, et ça, je le savais déjà, et je parle bien sûr de Yukana, pas de Kale. Ensuite, le fait que Nigrishi n'apparaisse pas dans les crédits m'a confirmé le fait que c'était bien Daisuke Kishio qui l'incarnait, qui est donc déjà crédité sur la voix de Kiabe. Et oui, un choix plutôt bon, puisqu'il lui donne une voix totalement assurée, contrairement à celle qu'il donne à Kabe, en plus d'avoir un léger filtre sur la voix, et j'ai vraiment trop kiffé l'utilisation des filtres vocaux sur la voix de Nali Lama aussi, le rendant davantage robotique. De manière générale, les bruitages et effets sur les voix des personnages de l'univers 3 sont totalement réussis, on a carrément l'impression d'être dans un nouvel univers, avec des sons qu'on ne connaît pas. Mention spéciale aussi au bip de Mosco et à Bin Shimada sur le rôle de Kampali, qui gère plutôt bien cette nouvelle voix qu'il a ajoutée à sa longue liste de crédits. Et puis j'ai noté aussi deux musiques bien marquantes sur cet épisode, la musique de la transformation de Caulifla qui, si je ne me trompe pas, est une nouvelle BGM, et elle accompagnera peut-être bien les actes héroïques des femmes de l'univers 6, donc c'est plutôt cool, c'est toujours sympa d'avoir des thèmes dédiés, quand bien même on n'a pas eu de musique épique sur le passage de la transformation, mais plutôt un thème héroïque, et à la fin, on note aussi l'habituel BGM du Super Saiyan 3 qui provient de l'arc Majin Buu de la série Dragon Ball Kai, que j'adore, et qui a parfaitement conclu l'épisode. Mention spéciale également pour la réutilisation de la BGM Je suis le meilleur du monde qui est associée à Mister Satan, une BGM de la série Dragon Ball Super que l'on retrouve d'ailleurs sur la première OST de la série. Quand je vous dis que j'aime bien les thèmes dédiés, je mets donc 14,5 sur 20. Émotion, intensité, 12,5 sur 20. C'est pas un épisode qui m'a fait ressentir des trucs de fou, j'étais principalement hypé par l'univers 3 et l'univers 6, mais c'est finalement l'univers 3 qui a obtenu mon plus grand intérêt dans cet épisode, car j'ai découvert de nouvelles choses auxquelles je ne m'attendais pas. L'univers 6 était cool, mais certaines parties auraient pu être mieux gérées, moins expédiées. Après bon, il reste seulement quelques heures avant le début du tournoi, donc ça reste compliqué à gérer, on peut le comprendre. Et c'est un épisode qui se laisse regarder et qui arbore quelques petites points de hype disséminés ci et là, donc 12,5 ça me paraît cohérent, pas plus, pas moins.
Salut les scènes, j'espère que vous vous portez bien, c'est parti pour ma review de l'épisode 92. On commence par le scénario. C'est un épisode qui commence avec ce qu'on attendait tous grâce au synopsis, un bout totalement endormi, impossible à réveiller. Je regrette un peu le manque de tentatives pour le réveiller, réduit aux instruments de musique et nourriture aux alentours. Bon, on enchaîne ensuite avec l'accent positif sur les Pride Troopers qui compte... Putain merde, que j'ai mis comme phrase de merde. L'accent positif sur les Pride Troopers continue son chemin et on nous les présente encore comme des bienfaiteurs, donc c'est plutôt hypant pour la suite et leur traitement. En parlant de hype, j'ai surkiffé le passage sur l'univers 3 où on découvre enfin les membres, leur stratégie et un côté méca que j'adore et une planète juste sublime. Ensuite, le petit passage sur Terre sur la pseudo-trahison de Goku était à prévoir également, l'intervention de Bilus facile et le fait que Bulma cède à concéder de l'argent malgré l'enjeu m'a un peu déçu. J'aurais vraiment voulu une réaction de groupe où justement ils refusent cet appât du gain au profit des vraies valeurs et enjeux de ce combat, se battre pour leurs proches et leur famille. Vient ensuite le passage de l'entraînement de Caulifla et mon avis est mitigé, cette rapidité à se transformer et maîtriser cette transformation, cette même transfo qui a donné du fil à retordre à Goku ou Vegeta pour l'acquérir, géré par un simple conseil de concentration. Ouais. Seule la forme de voir une femme Super Saiyajin m'a plu, puis le retour de Frieza finit plutôt bien cet épisode. Je mettrai donc un 14 sur 20, notamment grâce aux nouveautés qui rehaussent la note. Animation, le bilan est mitigé. La scène de présentation de Nali Lama était plutôt sympa niveau animation et nous permettait de ressentir la puissance de ces robots. L'utilisation des tremblements à l'image, de fumée lors de leur retombée renforçait cette impression. Par contre, le passage avec Caulifla est assez décevant. Rappelez-vous de l'impact du Super Saiyan sur Namek lors de sa première fois. Et là, c'est incomparable, le Super Saiyan est mort, réduit à une transformation basique et c'est vraiment dommage. Et l'animation qui manque de puissance traduit clairement ce sentiment. Seul le Kikorakel balance et son explosion m'ont permis de ressentir un peu cette puissance, car plutôt bien animé dans son explosion et dimension. Malgré cela, l'épisode ne souffre pas de dessins si dégueulasses que ça, il est même plutôt positif que négatif là-dessus. Note 12 sur 20. Réalisation. Pas mal de choses m'ont plu, le passage dans l'univers 11 aux voitures futuristes avec des vues de 3/4 renforçant un effet 3D, ou encore la montée dans l'ascenseur, les différents plans de plongée et contre-plongée utilisés lors de la présentation de l'univers 3, et une planète juste magnifique d'aspect, m'a clairement plu. Malgré tout, comme toujours, les gros plans et très gros plans sont légion. Les plans alternés entre Kale et Caulifla ont permis de donner cet aspect d'espace et de profondeur, donc plutôt pas mal. D'autant que la réalisation de la transfo caresse les mêmes objections que l'animation. C'est assez fade et sans dimension particulière, seul le Kikoa, encore une fois, donne un effet de zoom où les persos sont balancés sur l'écran. Rien de très ouf au-delà de tout ça pour ma part, donc 12 sur 20. Bande son. On peut résumer par « c'est bien placé mais rien de ouf non plus ». La musique souligne les passages sans les renforcer spécifiquement. Seul l'univers 3 peut se targuer d'un renforcement pesant. Le thème jazzy utilisé sur la transfo de Caulifla me laisse perplexe. Bah oui, ça donne une identité, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais sur un tel passage important. J'ai bien apprécié par contre l'annonce de Frieza et la Zik, hypante habituelle cela dit. Le gros point fort sonore de cet épisode, c'est les seiyuu. Enfin on entend parler un peu plus les membres de l'univers 3 avec Campali, Ea, Mosco et j'en passe, ou encore Yukana avec Kale, et ça fait plaisir. Et c'est ce qui vient rehausser la note dans l'ensemble avec un 14,5 sur 20. Intensité émotion, c'est un épisode assez hétérogène niveau ressenti. Autant des passages que je savais prévus ne sont pas spécifiquement venus me chercher, car manque en profondeur, comme souligné avant notamment le réveil debout ou l'appât du gain, certains m'ont laissé totalement neutre, comme le passage pourtant important de Caulifla, et d'autres, tels que le passage de l'univers 3, m'ont hypé de ouf, donc pour cette raison je resterai sur un simple 2 sur 20. Voilà donc pour les notes de cet épisode et pour nos avis, en tout cas sur l'épisode 92. Regardez sa place dans le classement. Voilà, c'est un épisode qui se laisse regarder avec quelques infos ci et là. Dites-moi ce que vous en avez pensé et que pensez-vous que va apporter l'épisode 93 dont on parlera justement dans les prédictions de Baba. Vous aurez un épisode dédié et vous aurez la petite fiche qui s'affichera là, ici et là, maintenant juste en haut pour accéder dès que la vidéo sera sortie. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent, qui partagent et qui likent. C'est super important pour nous faire monter, pour que la chaîne soit bien référencée. Et puis merci à tous ceux qui nous aident sur Tipeee, car pour l'instant YouTube c'est difficile d'en vivre, donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à partager pour faire connaître la chaîne, et merci. Matane.